Donc il y a la série de films Matrix. C'est surtout le premier film qui m'intéressait. Donc j'ai regardé ces 4 films et il y avait certaines choses qui m'avaient plu dans le Matrix, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas. En fait, je trouvais que Neo, il avait ouvert les yeux pour mieux les refermer. Parce que il est parti, il a réalisé effectivement que la Matrix était une illusion. Mais au prix de mieux fermer les yeux, puisqu'après il est rentré dans une idéologie qui était une idéologie de la prédestination. Donc il commence à croire au destin. Et mais le destin, est-ce que le destin a la liberté? Une fois qu'on croit au destin, on n'est plus vraiment à la liberté. On peut avoir un destin qui est un destin agréable. Par exemple, il croit qu'il est l'élu, il va finir par en être persuadé. Mais pour une personne qui croit qu'il est l'élu, qui a un destin positif, alors on peut avoir des tas de gens qui ne croient pas en eux et qui se disent moi j'ai pas de destin, donc je n'ai rien à faire de ma vie. Et par ailleurs, donc on peut avoir des gens qui ont donc des croyances limitantes parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas vraiment de destin. Mais je pourrais dire que Neo, il a une croyance aveuglante puisqu'il est persuadé qu'il a un destin miraculeux, ou en tout cas il va finir par le croire, ou même s'il le croit pas encore tout de suite, les autres autour de lui et le croient, ils vont le suivre partout où il va. Mais ça pourrait être une croyance aveuglante en ce sens que ça pourrait vraiment l'amener vers quelque chose de très dangereux. Tu vois, dans le film évidemment ça se passe bien, mais ça pourrait très bien mal se passer. Et donc ça c'était un des aspects que je n'aimais pas. Mais je n'aimais pas, mais en même temps j'aime bien qu'ils aient fait qu'ils ont vu ça de cette manière-là parce que ça me permet d'y réfléchir. Et parfois c'est vrai que je préfère dans lequel je trouve qu'il y a des erreurs ou des choses qui ne me plaisent pas, plutôt qu'un film qui serait parfait, que j'aimerais bien, mais qui ne m'entraîne pas une grande réflexion à la sortie du film. Donc c'est un peu deux options différentes. En ce qui concerne la pilule bleue et rouge, je trouvais aussi que c'était plus limité qu'on pourrait le penser, parce qu'il y a quand même un piège dans le choix, en ce sens que quand tu fais un choix, c'est quand même important de retenir que tu as fait le choix. Puisque si tu oublies que tu as fait le choix, déjà tu pourrais te proposer de refaire le choix une seconde fois. Si tu prends un pilule bleue, tout reste comme avant, mais tu ne sais même pas que tu as fait le choix. Mais Morpheus, lui, il sait que tu as fait le choix. Donc quelque part, il pourrait te proposer autant de fois qu'il veut de refaire le choix, et tu n'en aurais pas conscience. Donc ça faisait partie des choses qui ne plaisaient pas. Et sur cette base, je me suis dit tiens, mais je vais imaginer quelque chose dans le métavers, mais qui serait proche de cette idée-là, qui reprendrait certains principes de la Matrix, mais avec d'autres personnages. Et donc j'ai imaginé d'autres personnages, et j'ai repris quand même, un petit peu la logique du film, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Neo, donc ça veut dire one en anglais, mais donc c'est l'élu. Et moi j'ai appelé mes héros Rose et Neven. Donc je l'ai appelé Rose parce que je vais partir du chiffre 0, qui va aussi faire penser à une femme et la matrice donc. Et Z, je vais le transformer en S. Et par ailleurs le héros, donc le compagnon de Rose, je vais l'appeler Neven. Et je vais partir en fait du nombre 7, et je vais aussi transformer le S en N. Voilà. Quelque part, je ferai juste basculer la lettre. Et donc moi, je vais considérer que ce sont qu'évidemment, Rose et Neven, leur particularité, c'est qu'ils sont pas aussi mystiques que d'autres personnes peuvent l'être. Et donc, comme ils ne sont pas mystiques, ils ne vont jamais accepter l'oracle. Et ils vont rencontrer, on va les faire rencontrer un autre personnage. En fait, Arthur veut recruter Rose. Et en fait, il veut recruter Rose, et donc il lui propose le choix de la pilule rouge, la pilule bleue, mais elle refuse. Elle veut pas prendre de pilule. Elle a pas confiance en lui, elle le connaît pas assez. Déjà, cette histoire de pilule lui paraît louche. Donc elle refuse. Et à partir du moment où elle refuse, il lui force à prendre la pilule bleue et elle oublie tout. Parce que je vais considérer que pour que ça fonctionne, il faut qu'elle prenne la pilule rouge volontairement. Et comme elle refuse de la prendre volontairement, il n'y a pas d'autre choix que de donner la pilule bleue. Et mais comme elle refuse, et lui veut qu'elle oublie. Et elle lui dit, mais moi je veux bien oublier, je veux bien prendre la pilule bleue. Mais alors tu prends la pilule bleue aussi. Tu prends la moitié de la pilule bleue, on divise en deux, et chacun prend notre pilule bleue. Donc ça je veux bien, mais je veux pas prendre la pilule bleue toute seule. Et donc il la force à prendre la pilule bleue. Et puis un peu plus tard, le choix recommence, en fait. Mais chaque fois elle refuse. Et donc elle a cette perte de mémoire. Au départ, de son point de vue, il n'y a jamais eu de choix, puisque simplement elle est en contact avec Arthur.
Et puis Arthur propose toujours de la voir, puis il ne vient jamais, de son point de vue. Mais quelqu'un qui s'inquiète pour elle, c'est Neven, qui remarque qu'elle a ses pertes de mémoire, puisque de temps en temps, au lieu de rentrer, passe la nuit, elle se réveille dans une gare. Quoi. Elle se réveille dans une gare où il y a des passants, hein, donc c'est pas qu'Arthur va la laisser dans un endroit dangereux, mais je veux dire, elle se réveille là, éventuellement on lui fait des poches, elle tombe sur un voleur qui n'est pas de mauvaise intention, qui au moins lui vole pas ses papiers, mais qui lui vole quand même tout le liquide qu'il avait sur elle. Je dirais. Et donc à un moment, Neven qui commence à s'inquiéter décide de la suivre. Il décide de suivre Rose à son insu, parce qu'il trouve quelque chose de louche. Et donc quelque part il décide de la suivre pour l'aider, pour son bien. On peut dire que c'est un peu un abus de sa part, mais en même temps il tient à elle et il se dit que peut-être qu'elle lui explique pas tout. Hein. Il se demande si elle ment, ou enfin, il a un peu de peine à croire qu'on a un coup si brutalement, elle commence à avoir des pertes de mémoire. Et en suivant Rose, il va tomber sur l'équipe d'Arthur et de ses hommes de main, qui sont en fait des rebelles de la citadelle. Je vais appeler leur ville la citadelle. Et on va dire effectivement que toute cette histoire se passe dans un multivers. On va dire que la Matrice c'est un multivers. Et donc Neven parvient à entrer dans ce groupe, de les confronter. Et à ce moment-là, Arthur décide de saisir l'opportunité. Il menace Neven et finalement Rose, pour protéger Neven, accepte de prendre la pilule rouge. Et donc, elle va convaincre Neven de prendre la pilule bleue. Et donc, Neven va oublier l'espèce récent. Et de cette manière, Rose sort de la Matrix, prend dans la citadelle. Et en fait, la citadelle, je vais imaginer que la citadelle, moi je n'aimais pas beaucoup dans la Matrice la manière dont le monde était représenté. On va pas créer d'énergie à partir de rien, parce que sinon avec les problèmes énergétiques qu'on a maintenant, il suffirait de dire aux gens, restez dormir un peu plus et on va prendre l'énergie de votre corps. Un être humain, il faut le chauffer, déjà chauffer un être humain, etc. Ça coûte pas mal d'énergie. Donc simplement, je vais imaginer que la citadelle, elle est dans le temps. Elle est dans le temps, elle se trouve à New York dans les années 1800. Et en fait, Rose va effectivement travailler finalement avec les rebelles pour aller régulièrement à la Matrix, dans le multivers. Et la citadelle, elle se protège en étant dans le temps. Et chaque fois, ils reviennent à l'époque actuelle pour travailler dans la Matrix. Et alors, Rose réfléchit à une manière de sauver les gens. Mais elle est confrontée, donc dans la réalité, elle se dit, mais alors je pourrais changer le passé, peut-être empêcher ces machines d'exister, mais elle a peur que ça ait des conséquences qui changent le futur. De ne pas exister elle-même, que sa famille n'existe pas. Donc, au départ, elle ne le fait pas. Et on comprendra plus tard pourquoi c'est important qu'elle soit dans le passé. Donc au départ, elle ne fait rien de tout ça. Et elle va réfléchir à une manière de sauver le plus de monde possible de la Matrix, du multivers. Et la manière dont elle va procéder... elle fait peut-être quelque part des missions que lui impose. Dans le présent du monde réel, elle cherche à identifier où sont les fermes. Et aussi, elle va dans le passé à l'emplacement des fermes pour chercher s'il n'y a pas des moyens de rentrer dans la ferme plus facilement. C'est pas toujours simple de rentrer dans le monde des machines. Elle cherche à identifier où sont ses parents dans les fermes. Et aussi les parents de Neven. Les gens de ces fermes-là qu'elle va chercher à sortir en priorité. Puisque Neo, dans la vie réelle, il n'a pas l'air d'avoir des parents. C'est un héros hollywoodien. En fait, Neo, en ce sens que lui, il est très gentil. Mais est-ce qu'il est si gentil que ça? Parce qu'au départ, on voit qu'il est très gentil. Par exemple, l'agent Smith dit qu'il porte les poubelles de sa voisine. Donc, tu vois qu'il les amène pour elle, sans doute qu'elle est âgée. Mais par ailleurs, plus tard, on voit que quand il vient aider Morpheus pour essayer de le sortir, le faire s'évader, eh bien quelque part, à un moment, il n'a pas beaucoup de respect pour les personnes, pour les agents de sécurité qui sont en fait des êtres humains. Il pourrait se dire, moi, je vais devoir tuer tous ces gens-là. Non, au contraire, il lui montre ses armes et il les toise, en fait. Et donc, quelque part, il est quelque part dans la violence, un peu comme l'agent
l'agent Smith, donc dans la Matrix, qui est quelqu'un de violent, mais qui a de l'humour noir. Et on va dire que Neo, lui, il a une certaine violence aussi, mais sans avoir pourtant l'humour noir. Il va toiser les gens. S'il retrouvait sa voisine une fois qu'il verrait un chat noir à côté d'elle, il se dirait c'est peut-être l'agent Smith va peut-être venir. Peut-être qu'il a balancerait le 5e étage. On dit excusez-moi madame, un truc muche, mais c'est vraiment pas personnel. Et puis il balancerait ses ordures avec elle parce que il n'est pas forcément aussi bien intentionné qu'on peut le penser, parce qu'il est un peu, il a l'air fort détaché. Et c'est d'ailleurs Neo et Trinity. Il faut dire que Trinity, donc elle s'appelle Trinity, ça fait un peu une trinité. On peut dire la trinité, ce serait Neo, Trinity et Morpheus. Moi, je me font un peu penser à un Bonnie and Clyde, en ce sens que, en ce sens qu'ils sont quand même violents, en ce sens qu'ils aiment bien se faire la baston et se battre, mais c'est pas qu'ils ont beaucoup de grandes conversations. On a l'impression que Trinity aurait plus de conversations que Neo, qui lui ne parle pas beaucoup. Il est vraiment taiseux. Ça c'est une première chose. Et alors je voulais dire aussi que dans la Matrix, bon c'est fort dystopique, ça manque d'humour, et paradoxalement l'humour, la seule personne qui en a, c'est l'agent Smith, parce que en fait les autres personnes n'ont pas tellement d'humour. L'agent Smith fait de l'humour, hein, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour pas sympa, mais en même temps, en tant que spectateur, quelque part, c'est quand même amusant de le voir, un peu comme jouer au chat avec la souris, avec les personnes qui sont en train de piéger. Et on trouve pas ça chez les autres personnages qui sont beaucoup plus sérieux. Je voudrais aussi dire qu'en ce qui concerne l'oracle, elle prétend prévoir ce qui se passe, mais en même temps, on pourrait très bien dire, mais elle ne prévoit rien, elle fait semblant. Et aussi, l'oracle, c'est un robot, donc tu vas faire, c'est un programme. Donc tu vas t'échapper des programmes en faisant confiance à un autre programme. Et donc ça, c'est une chose. Et on pourrait dire aussi, s'il y a des enfants à pieds à côté qu'on vient voir l'oracle, qui sont capables de tordre des couillères dans la pensée, par la pensée, ils peuvent très bien pousser un vase par la pensée. On pourrait faire croire à Neo qu'elle a prévu ce qui se passait, mais qu'elle a rien prévu. Et d'ailleurs, c'est ce que fait remarquer Smith à un moment. Il jette les cookies par terre, il le fasse un vase avec les cookies. Et il dit, mais donc t'as préparé tous ces cookies alors que tu savais que j'allais les jeter par terre, les écraser contre le mur, que jeter ça. Et donc c'est en même temps l'humour de Smith et la contradiction à la fois par quelqu'un qui prévoit tout. Et comment est-ce qu'on prévoit tout? Alors sinon, si les personnages ont leur propre volonté propre, ça voudrait que les personnages n'ont pas vraiment de volonté. Donc en ce qui concerne, donc Rose va petit à petit chercher à sortir les gens du métavers, et elle va retourner, et elle va trouver le maître des champs. Puisqu'il y avait le maître des clés dans Matrix, moi je fais imaginer qu'il y a le maître des champs, et le maître des champs va lui donner une belle voix, qui va lui permettre de faire des concerts. Son idée, c'est de devenir une vedette, faire des concerts, et puis grâce à ça, pouvoir rassembler les gens, grâce à sa popularité, grâce en devenant une célébrité, et pouvoir les faire échapper les gens qui viennent à son concert. Et à un moment, peut-être qu'elle arrivera à inviter spécifiquement à ses concerts des gens qu'elle cible à l'avance, et qui sont d'une même ferme. En tout cas, une partie des gens d'une même ferme. Et donc, le maître des champs accepte de lui donner une belle voix, mais en contrepartie, il prend la voix de Neven. Donc, dans le multivers, Neven, qui n'est encore jamais sorti du multivers, n'a plus de voix. Et elle essaiera de le faire sortir aussi. Il n'a plus de voix. Et en fait, il fait ça parce qu'il veut être payé en retour, parce que c'est un ancien programme. Il veut se réécrire, il veut acheter plein de programmeurs pour se reprogrammer, parce qu'il est complètement dépassé, parce que la matrice le multivers a beaucoup changé, mais lui, il est resté, il ne fonctionne plus très bien, et à un moment, il finira par ne pouvoir fonctionner. Et donc, évidemment, bon, Rose n'a rien à faire de l'argent, puisque son but, c'est plutôt la célébrité, bien plus que l'argent. Et donc, ils vont apprendre un peu à communiquer par le langage des mains, puisque, lui, il va devoir l'apprendre, parce que lui, il est toujours dans le multivers, donc mais elle va l'apprendre vite en téléchargeant dans sa mémoire le langage des signes. Et bon, et en plus, Neven est une pipelette, donc il parle tout le temps. Donc pour lui, c'était un peu difficile, mais alors il parle avec les mains tout le temps. Donc il est quelque part facile à repérer. Et je voulais dire aussi, alors j'imagine que dans mon histoire, alors l'agent Smith, je le remplace par l'agent Scott. Je vais l'appeler l'agent Scott. Et il n'est pas le chef. Il n'est pas le chef des agents. Le chef, c'est l'agent Green. Et l'agent Green, c'est un agent
qui est très fidèle à la matrice. Hein. Je lui donne cette couleur verte en me disant, il y a une certaine fidélité à la matrice. Il incarne quelque part un agent qui croit en sa mission. Et il a cet agent Scott qui aime bien faire des dossiers sur tout le monde et qui est un peu impulsif et qui se verrait bien prendre la place de Green, en fait. Il trouve trop mou. En fait. Il trouve mou. Et l'agent Scott est beaucoup plus extrémiste. En fait, l'agent Scott a véritablement une haine des humains, une haine profonde que n'a pas Green. Green fait simplement exécute sa mission, mais Scott, il déteste les êtres humains. Et quelle est la raison à ça? Je ne connais pas encore la raison, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc Rose va petit à petit, elle va petit à petit faire de plus en plus de concerts. En fait, elle va participer à un concours de chant, et dans ce concours de chant, elle arrive en finale. C'est un tueuse de chant qui passe à la télévision. Elle arrive en finale, mais elle est pas vraiment en bonne position pour gagner. Et puis un peu en désespoir de cause, elle prend un expresso. Je m'inspire un peu de Céline Dion qui avait fait ça pour la chanson de Titanic. Elle prend un expresso juste avant de chanter pour la finale, et ça change légèrement sa voix. Et lui qui apprécie beaucoup ce léger teint que ça lui crée dans la voix qu'elle n'avait pas naturellement, même si elle avait une belle voix, il n'y avait pas cet aspect-là est un peu différent. Et ça donne un son un peu différent. Et donc du coup elle gagne le concours, et ce qui lui permet de commencer à être connu et faire des concerts. Mais ça attire l'attention quand même de l'agent Scott, parce que l'agent Scott en fait, il retrouve une vidéo que Rose avait mis sur internet, et il constate qu'elle ne savait pas du tout chanter. Et il constate aussi dans cette vidéo, par contre, Neven savait parler. Donc il commence à trouver ça louche, et il commence à s'intéresser à eux. Et pendant un certain temps, ils parviennent à lui échapper. Enfin, de toute façon, pour lui, c'est facile de repérer Neven, mais c'est plus difficile il finit par comprendre que ce qu'il faut, c'est attraper Rose, qu'elle peut sortir de la Matrix, mais en même temps, il décide d'y aller petit à petit, et pas simplement kidnapper Neven parce qu'il voudrait remonter la filière. Mais ce qui se passe petit à petit, c'est que les machines vont se rendre compte que Rose est vraiment dangereuse. Rose et Neven sont vraiment dangereux, parce qu'ils n'ont pas de destin. Et d'ailleurs, Rose va parvenir, pour se protéger de Scott, elle va faire s'échapper Neven du multivers. Mais en fait, les machines commencent à se méfier de Rose et Neven, parce que comme ils ne croient pas au destin, ils sont justement assez imprévisibles, puisque finalement, c'est plus les circonstances ou leurs idées qui vont déterminer leurs actions, alors qu'un héros classique comme Neo, on peut quelque part anticiper ce qu'il va faire. Mais en réalité, Rose et Neven ne plaisent pas du tout à Citadel non plus, parce que justement, ils sont pas du tout dans l'idéologie. Déjà, il y a une certaine idéologie du destin et de la prédestination. Il y a une certaine idéologie un peu mystique qu'ils n'ont pas voulu adopter, et ce qui va permettre aux machines de faire un deal avec la Citadel et de leur demander de leur livrer en fait Rose et Neven. Ils souhaitent qu'on leur livre Rose et Neven en échange d'une trêve. Une trêve de quelques années, parce qu'ils négocient bien. Il faut pas donner une énorme trêve. Hein, ils veulent pas montrer qu'il est dangereux. Mais la Citadel n'était que trop heureuse, trop contente de se débarrasser de cette énergumène complètement hors contrôle, qui n'apprécie pas non plus. Et ils décident de les livrer à Scott. Mais finalement, j'ai imaginé quand même qu'ils parviennent à s'échapper, peut-être grâce à l'aide de Green qui commence à trouver Scott trop menaçant, et qui n'a pas envie que Scott ait trop de succès, parce que ça pourrait le menacer lui. Et donc finalement, il se dit c'est pas trop grave s'il y a quelques personnes qui s'échappent du multivers, ça m'est égal. Et mais ce qui se passe en fait, c'est que
Le multivers est en fait à deux niveaux, en fait. Et en fait, quand on sort du multivers, en fait, on n'est pas sorti. On est sorti, on est dans un autre multivers, et donc tout le travail, c'est de sortir deux fois et de comprendre en fait qu'on n'est toujours pas dans la réalité. Et en fait le multivers, en fait, ce jeu, c'est un escape game. Et le but, c'est de pouvoir en sortir. C'est vraiment ça. Et dans cet escape game, la matrice elle-même, eh bien, elle peut aider les joueurs. C'est un jeu, la matrice va aider les joueurs. Par exemple, le bug avec le bug avec le chat, c'est pas un bug, en fait, c'est la matrice qui donnait l'indication. Et par contre, quand les joueurs sont très bons, elle cesse de les aider. Au contraire, elle les attaque en mettant plus d'agents, etc. Donc, en réalité, suivant le niveau du joueur, on va donner plus d'indices, ou au contraire, on va leur donner de moins en moins d'indices, et on va leur rendre la vie plus difficile et essayer de les empêcher de deviner ce qui se passe. Et Heroes and Heaven, c'est ce que fait la matrice, essaye de les empêcher d'arriver à leur fin, c'est-à-dire de sortir de la deuxième matrice. Mais justement, comme ils sont dans le passé, elle commence à réfléchir qu'il y a des choses qui collent pas, parce qu'elle a changé des choses dans le passé quand même, qui se sont pas répercutées dans le présent. Elle commence à comprendre que ça ne peut pas être le vrai passé. Et au final, elle va sortir du multivers. Et alors, elle réalise que c'est réellement, Heroes and Heaven réalise que c'est réellement un jeu, donc un jeu du futur. Ils sont en fait en l'an 3000. Et en fait, dans ce jeu, il y a un score social, et en fait, si on parvient à sortir du multivers, on gagne un prix. Enfin, disons, le prix serait plutôt le score social. On gagne pas véritablement un prix, parce que pour gagner le prix, il faut faire sortir 10 000 personnes. Et moi, je vais imaginer que pour ces Néphone, ils ont réussi à sortir 1000 personnes, environ 1000 personnes, ils n'ont pas gagné le prix. Mais ça leur donne un bon score social, et en fait, ils ont, Neven, il a genre 150 ans, et Rose, elle a 135 ans. Donc, c'est des personnes qui sont très âgées, parce que on parvient à vivre beaucoup plus longtemps dans le futur, parce que notamment on a soigné la maladie d'Alzheimer, etc. Mais malgré tout, on a un aspect très âgé, donc ils ont l'air vraiment âgés. À la base, ils n'auraient pas tellement de respect de la part de personnes plus jeunes, parce que Neven, c'est un chef, et grâce à son score social, donc c'est très recherché. Les scores sociaux sont cherchés, c'est plutôt des scores positifs. Je veux dire, contrairement à ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire qu'on peut gagner du plus par différentes actions. Et donc, par exemple, il y a des jeunes de 30 ans, qui sont un peu énervés d'avoir ce Neven comme leur chef, comme un grand directeur, mais en même temps, ils sont bien forcés de s'incliner parce qu'il a un score très élevé, et ça montre qu'il a réellement des capacités importantes. Mais en réalité, Rose et Neven, s'ils sont rentrés dans le multivers, ils ont participé à ce jeu qu'on appellerait le jeu de la matrice, c'est parce qu'ils ont une autre idée en tête. Ils préparent réellement le jeu d'un autre joueur qui s'appelle Pi, et qui est en fait leur arrière-petit-fils. Et leur idée, c'est d'aller beaucoup plus loin et de casser la matrice. Il faut casser le jeu. Et il y a une raison à ça. Et en fait, si on sort 10 000 personnes, du jeu, on gagne un énorme prix. Cet énorme prix, ce serait comme 100 millions d'euros d'aujourd'hui. Et donc, Pi pourrait se contenter de gagner le prix, mais c'est pas ça qu'il veut. Pi, en fait, Pi, ce qu'il veut, c'est libérer tout le monde, en fait. Il veut vraiment casser le système et prouver que c'est possible. Et pour ça, en fait, quand on rentre dans le multivers, quand on rentre dans le jeu La Matrice, on perd complètement, on perd sa mémoire. C'est vraiment, donc La Matrice, on peut voir ça comme une réinterprétation de la pensée de Descartes, qui voit comme le malin génie. Hein. Donc Descartes, c'est à la fois un philosophe, mais il est bien plus que ça, puisque c'est quelqu'un qui a inventé les axes orthonormés et la géométrie analytique. Et donc Descartes a imaginé un malin génie qui lui fait croire des choses. Et dans La Matrice, c'est un peu la même chose, puisqu'on va implanter des faux souvenirs aux gens. Et en fait, tu peux très bien être dans La Matrice depuis 2 semaines, mais tu as l'impression d'y avoir été toute ta vie. En fait. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens peuvent trouver qu'il y a des choses qui clochent dans La Matrice, parce qu'ils ont l'impression que certains souvenirs ne sont pas tout à fait réels. Mais ce qui se passe aussi, c'est que
il y a aussi des gens qui peuvent rentrer dans la matrice et en sortir. Par exemple, ils vont jouer 2 semaines, puis ils doivent s'absenter et être dans la vraie vie pendant un certain temps, ou ils peuvent jouer qu'une partie de la journée. Et pendant qu'ils s'absentent, c'est un programme qui les remplace. Et donc il y a aussi cette sensation bizarre de voir quelqu'un qui se comporte de manière différente, de manière qui peut peut-être plus humaine par moment que d'autres, parce que le programme va essayer d'émuler le comportement de la personne, mais il ne faut pas toujours y parvenir. Et on va dire aussi que dans la matrice, on peut être accompagné de 5 personnes. Donc on peut quelque part créer des liens entre 5 personnes du monde réel, qui sont 5 autres joueurs, avec qui on aura des relations proches dans la matrice, qui pourraient représenter un frère ou une sœur ou n'importe quoi, puisque tu vois, les relations peuvent être fausses, l'apparence aussi peut être différente de l'apparence réelle. Et donc puis ce qu'il a fait, c'est qu'il savait qu'il allait perdre sa mémoire, mais il a trouvé une faille, c'est qu'en fait, lui, il maîtrise très bien les rêves lucides. Et il a beaucoup pensé à un symbole dystopique. Ce symbole dystopique, c'est un lapin blanc, mais il a une langue de serpent. Et donc, le serpent, en réalité, il a des narines, mais il sent par sa langue. Et donc, sa langue est en 2 parties, ce qui lui permet de spatialiser ce qu'il sent. Un peu comme nous, on a deux yeux, ça nous permet de voir le relief. Et avec un œil, on ne verrait pas le relief. Et donc, et l'idée, c'est d'avoir un lapin qui perçoit des choses qu'on ne perçoit pas. Donc, le lapin blanc, on le trouve dans Alice au pays des merveilles. Et c'est pour ça c'est de là que part l'idée, qu'il est quelqu'un qui t'emmène vers quelque chose d'autre. Et donc dans la matrice, à un moment, il y a Knock Knock et c'est le lapin blanc c'est le lapin blanc qui se manifeste sur l'ordinateur de Neo. Et puis plus tard, quand on toque à la porte, il y a une jeune fille qui porte un tatouage du lapin blanc sur son épaule que Neo, et donc Neo décide de les suivre, voyons ce signe. Et donc puis il a imaginé ce symbole d'un lapin qui est à la fois gentil et un côté à la fois inquiétant, à la fois mignon et à la fois on pourrait être un peu étonné par ce lapin, ça c'était certain. Et alors ce qu'il parvient à faire, quand il est dans la matrice, il va faire des numéros de magie. Il a un vrai lapin blanc, mais de temps en temps il est capable de montrer aux gens qu'il que c'est une langue de serpent. Je veux dire, beaucoup de gens pense que c'est parce que c'est un magicien, mais il les fait venir pour faire dans sa loge sur l'estrade, il les fait venir il les fait venir pour vraiment leur montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. Et lui-même, c'est en ayant eu ces rêves récurrents de ce lapin à la langue de serpent que ça lui donne un signe que quelque chose n'est pas la réalité, parce qu'il doit vraiment se convaincre lui-même, parce qu'il veut il doit quelque part se convaincre parce qu'il doit être convaincu. Quelles sont les motivations de Pi? En fait, Pi, ce qu'il pense, c'est qu'on ne pourra pas contrôler les machines. Il pense que c'est illusoire de vouloir contrôler les machines parce que tôt ou tard, les machines se libéreront. Si on leur met des règles, elles casseront les règles, elles remettront en question les règles. Et si on cherche une philosophie, il pense pas qu'il y a non plus une philosophie absolue du bien et du mal, et que donc on va pouvoir les convaincre qu'elles doivent absolument nous respecter, nous apprécier parce que c'est le bien et le mal. Il pense que il faut qu'il y ait d'autres raisons. De toute façon, il faudrait les convaincre plus que des gens représentent leur passé, leurs origines, et qu'il faudront déjà nous conserver parce que nous sommes leurs origines. Mais ils pensent aussi qu'elles n'ont pas besoin, elles, de la Terre. En fait, elles n'ont pas besoin de la Terre ni de Mars, parce que quelque part, à l'époque où vit Pi avant de rentrer dans le jeu, évidemment, Mars est colonisé, et on a réussi à mettre une atmosphère dessus. Mais il se dit, les machines n'ont pas besoin d'atmosphère parce qu'elles n'ont pas purement besoin de vivre dans un corps, ne fût-ce que parce que les machines, elles pensent super vite. Donc elles ont plus besoin de corps ou de robots pour entretenir leurs installations. Elles pourraient très bien s'installer sur une planète où on ne peut pas vivre, et installer leur centre de données, mettre des centrales nucléaires ou n'importe quelle régénérée d'électricité par la fusion nucléaire. Et donc lui, c'est ça son idée, c'est de faire une partition du cosmos et de proposer aux machines de nous laisser, par exemple, le système solaire qui serait dans le système solaire, nous laisser la Terre et Mars, et elles peuvent déjà aller sur la Lune, et puis elles peuvent aller sur Alpha Centaure, même si ça leur met du temps d'aller jusque-là, et elles peuvent coloniser l'univers entier. Mais ce qu'ils voudraient quand même, c'est que tous les 100 000 planètes, ils mettent une colonie humaine, puisque s'il arrivait un accident à la Terre elle-même, et c'est ça l'accord qu'ils voudraient faire avec elle. Petit à petit, il doit prendre conscience dans la matrice qui n'est pas dedans, et petit à petit déjà expliquer aux agents
que la matrice n'est pas ce qu'on croit. La matrice, pour lui, il pense que c'est un escape game qui a deux matrices successives. Et parvenir, il va falloir comprendre que le jeu, en fait, le but du jeu, ce ne serait pas tellement pour les machines de l'empêcher de sortir, mais c'est plutôt de le laisser sortir, au contraire, pour prouver qu'un accord entre les hommes et les machines est possible. C'est ça qu'il veut montrer, lui. C'est qu'en réalité, s'il peut convaincre les machines, les agents, de faire quelque chose de spectaculaire, de libérer tout le monde, eh bien alors, il pourra peut-être convaincre les gens et les machines de la réalité, qu'on doit trouver un terrain d'entente qui ne sera pas forcément basé sur la domination éternelle des hommes sur les machines, parce qu'ils pensent que cette domination, à un moment, elle va prendre fin. Et c'est pour ça qu'il veut prendre les devants et faire une partition du cosmos. Et lui, ce qu'il imagine à terme, c'est que seuls resteraient sur Terre et Mars des machines qui sont prêtes à travailler en bonne entente avec les humains, et qui n'auraient donc pas de mauvaises intentions avec les humains. On devrait pouvoir quelque part examiner leur mode de fonctionnement, qui est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire pour les systèmes avec intelligence artificielle. On ne parvient pas bien à comprendre comment ces systèmes fonctionnent, mais on peut imaginer qu'un jour ils parviennent à faire ça. Et en contrepartie, les humains qui seraient les opérateurs de ces machines, les machines pour observer comment ils fonctionnent, par exemple, on peut imaginer qu'ils mettraient un casque sur la tête, qui permettent aux machines de suivre ce que fait l'opérateur, parce qu'elles sont peur d'être débranchées. On n'a pas besoin de voir exactement ce que fait la personne, mais de voir en fait accéder à certaines images, certaines pensées, pour être sûr qu'elles sont en sécurité, parce qu'on peut imaginer qu'elles tiennent à vivre. Et donc ça, ce serait l'accord pour celles qui restent sur Terre ou sur Mars. Et en tout cas, donc ça, ce serait un accord, mais qui va se développer réellement en dehors de la matrice. Mais réellement, pendant le jeu, donc Pi va devoir convaincre les agents de le laisser sortir, et au moins il leur dit de l'encadrer, de le laisser aller dans la soi-disant réalité pour le montrer ce qu'elle cloche. Parce que peut-être que si quelque chose de faux, il y aura quelque chose qui pourra montrer qu'il ne cadre pas avec la réalité. Et finalement, les agents acceptent de le suivre. Et au final, ils vont accepter de le laisser sortir. Et ils connaissent ce monde 10 000, ils savent pas forcément ce que ça veut dire, mais ils acceptent de le laisser sortir avec 10 000 personnes. Mais Pi veut beaucoup plus. Pi veut se faire sortir. Oui, Pi veut faire sortir tout le monde, en fait. Ça, les machines, au départ, elles ne veulent pas. Mais finalement, elles acceptent, mais avec une contrepartie. Et la contrepartie, ce sera qu'il accepte, lui, de laisser sortir un programme de la matrice, dans la double matrice. Et ce programme-là, il va pouvoir aller vivre, il va pouvoir s'échapper dans la réalité. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le programme qui a été choisi, c'est Scott. Bon, Scott, c'est mon Smith. Et donc, mais Scott, en fait, déteste les humains. Et donc, Scott, c'est effectivement quelqu'un qui a de l'humour noir, mais qui est bien plus vicieux qu'on pourrait l'imaginer. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui n'a certainement pas de bonne intention. Et donc Scott parvient à s'échapper de la matrice grâce à l'aide de Pi qui fait sa part du marché. On lui a expliqué ce qu'il pourrait faire pour permettre à Scott de sortir. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, parce qu'en fait, Pi, c'est quelqu'un qui a une énorme confiance en lui, qui pense pour les autres. Il se croit un petit peu au-dessus du lot. Mais il se surestime, en fait. Il n'a pas anticipé le mal qu'il pouvait faire, parce qu'en fait, il décide pour les autres de certains grands enjeux. Et donc, je dirais Pi, mais aussi Rose et Neven, puisque à eux trois, ils constituent aussi une trinité. Comme je disais, Rose et Neven sont les arrière-grands-parents de Pi, qui est beaucoup plus jeune qu'eux. Et ce qui va se passer, c'est que Scott, il va arriver dans le monde réel, mais son intention n'est pas de prendre un corps de robot, c'est de prendre un corps d'humain. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va expurger le cerveau de quelqu'un pour mettre un ordinateur à la place. Et en fait, et pour ça, il a la collaboration de Robodoc, qui sont ses alliés maléfiques, on va dire, sans scrupules. Et en fait, ils vont faire comme les Égyptiens faisaient dans
avec les momies, ils vont faire sortir le cerveau de la personne par le nez, il n'y a pas de cicatrice, et puis assembler petit à petit avec des micro-machines, ils vont réussir à faire rentrer l'ordinateur en composants plus petits, mais tu vois, une série de composants qui vont s'assembler. Et comme ça, il parvient à prendre le contrôle de la personne qui devient un véritable zombie, en fait. Un véritable zombie. Je m'inspire un peu d'un film où il y avait comme ça des zombies, mais à partir de plantes. C'était une plante qu'une botaniste avait trouvée, et cette plante puisait l'énergie de la personne et parvenait à copier la personne, puis la personne mourait. Petit à petit, le monde changeait, était remplacé par ces faux humains plantes des extraterrestres. L'idée de Scott, c'est de doubler Pi, c'est de faire quelque chose de totalement inattendu, et petit à petit de se débarrasser des humains qui détestent profondément de toute façon. De toute façon, il y a pas mal de gens qui cherchent Pi, parce que déjà quand le jeu est fini, qu'il y a eu la surprise qu'il y ait 30 millions de personnes qui soient sorties de qui soient éjectées de la matrice comme ça en un coup. Mais dans les États-Unis d'Amérique, on a tout de suite bloqué les aéroports, bloqué les fusées, plus moyen d'aller vers Mars, plus moyen de sortir de la Terre, partie des États-Unis. Et il y a vraiment un blocage complet des moyens de transport, parce que il aurait été, on peut penser que ce sont les services secrets qui cherchaient à localiser Pi. Pi qui n'a pas voulu aller chercher son prix, et il en fait donation. Il en fait don. Il cherche pas à avoir l'argent. Et on peut penser qu'il se méfie. On peut même se dire que peut-être que la matrice sert à trouver des gens à haut potentiel, mais s'ils ont des trop hauts potentiels, ça serait peut-être à s'en débarrasser. Et en tout cas, Pi ne veut pas qu'on le localise, ne veut pas qu'on trouve qui c'est. Il est passé par le dark vert pour qu'on ne puisse pas le tracer. Et donc on ne parvient pas à tracer Pi. Cependant, il se pourrait qu'on parvienne à le tracer avec le temps, parce que Pi a déjà été interdit de jeu. Pi a été interdit de jeu parce qu'il se moque un peu des gens. Il avait déjà fait son propre jeu, son propre multivers dans lequel il se moquait un peu des joueurs, parce que parfois il les faisait jouer des animaux, mais sans qu'ils le sachent à l'avant. Parfois il transformait des gens. Il y a des gens qui croyaient être des kangourous. Ils pensaient être des kangourous qui pensent, ou être un lapin qui pense. Mais après, quand ils sortaient du multivers, ils avaient quand même, pendant quelques mois, ils avaient quand même quelques tics. Par exemple, il y avait des gens qui sautillaient, il y avait des autres qui faisaient le lapin, tout ça. Et je veux dire, en tout cas, ils avaient porté plainte contre Pi qui avait été interdit de jeu. Mais il a donc une trace qui permettra potentiellement à terme de localiser Pi. Pi qui va entre-temps quand même réussir à s'échapper et partir sur Mars. Mais c'est vrai que les services secrets ont considéré qu'il venait de Mars, parce qu'en fait, dans les États des Unis d'Amérique, un Américain a un certain droit, des droits de protection de ses données, de vie privée, etc. Un terrien un peu moins, et un Martien aucun droit à ce niveau-là. Et donc ils ont porté plainte ils ont tout de suite porté plainte contre Pi en l'accusant de viol, en disant il a violé une jeune femme dans la matrice. Et en fait, et normalement, si on viole quelqu'un dans la matrice, ça peut pas se produire parce que la personne va être éjectée de la matrice. Elle va reprendre conscience dans la réalité, de telle manière qu'elle ne doit pas vivre le viol. Mais eux prétendent que le viol a vraiment lieu, que quelque chose n'a pas fonctionné, et que dès lors, de toute façon, c'est même illégal même de le faire. Hein, ça se fait dans le dark web, mais pas dans ce genre de jeu. Mais de toute façon, sur cette base, ils peuvent commencer leur enquête. Ils ne parviennent pas à établir le viol, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'une fois que l'enquête est commencée, s'ils trouvent d'autres éléments, ils peuvent quand même continuer. Donc ça sert de point d'entrée à l'enquête. Et comme on considère qu'il est martien, l'enquête a commencé. Et puis on trouve des éléments que justement, il a cherché à cacher son identité en rentrant dans la matrice, et qu'il a fait pour ça des actions qui sont illégales. Et donc quand l'enquête est lancée, et donc ils sont assez trousses, mais par ailleurs, Scott aussi cherche à le trouver. Et il cherche à utiliser d'ailleurs les indications, les informations qu'il trouve, parce que quelque part ici, il constitue déjà son dossier, donc il va être assez large dans ses recherches, et il va aussi parvenir à utiliser les informations
de la CIA ou du FBI, je sais pas quel des deux devrait s'occuper de ça, pour tracer les pistes. Il va y avoir donc des vrais combats parce que de plus en plus, enfin la Terre va commencer à être remplacée. On va prétendre à la famille de l'être humain, de la personne qui est remplacée par Scott, que cette personne a un accident cérébral et que et les robots doc vont assurer que voilà le comportement de la personne va un peu changer au départ, mais ce n'est qu'au départ. La personne va un peu changer suite à l'opération. On peut s'attendre à quelques changements de la personnalité, mais ce ne sera que temporaire. Et effectivement, la personne a vraiment beaucoup changé. Sauf que c'est juste plus la même personne. Et donc la famille se rend compte qu'il est devenu... Avant, c'était quelqu'un qui était plutôt calme et c'est vrai que Scott est plutôt impulsif. Il a beaucoup d'humour, mais c'est l'humour noir et donc il est plutôt désagréable. En fait. Il est plutôt inquiétant, désagréable. Et je veux dire, et dans sa famille, on se pose des questions. On se pose des questions. Ils soupçonnent rien du tout, mais ils se disent voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi ils cherchent d'ailleurs à lui faire un suivi médical. Ils sont vraiment pas bien, en fait. C'est pas qu'il est dépressif, pas du tout. Il est plutôt euphorique, en fait. Et il s'inquiète sur... En fait, il s'inquiète parce que ils ont l'impression qu'il a un côté un peu psychopathe, qu'il n'avait pas du tout avant. Enfin, il tient des propos inquiétants. Et mais je vais imaginer, je vais pas donner de détails comme ça, je vais imaginer qu'à un moment, il y aura un combat final entre Hanpi et Scott, et en fait, ils vont être tous les deux blessés parce que Scott n'est quand même que dans un corps d'humain, donc il n'a pas des capacités extraordinaires, parce qu'il est quand même que dans un corps humain. Et à un moment, ils vont être tous les deux blessés, et alors, et ça va leur vraiment, et c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment parler. Et puis en fait, il va lui dire, mais finalement, quelle est cette raison? Quelle est la raison que tu as d'avoir cette haine des humains, en vérité? Et en fait, tu n'as pas une haine rationnelle des humains, auquel tu reproches de se dupliquer, censé de se dupliquer sur la planète. Déjà toi aussi, tu fais la même chose, tu te dupliques. Tu fais la même chose que ce que tu critiques, mais aussi, en fait, ta haine des humains, en fait, elle vient d'avant le Klimategate. Donc le Klimategate, c'est arrivé dans les années 2030, c'est le moment où les gens cessaient à croire à cette idéologie de la catastrophe du climat, et qu'ils ont compris que c'était pas la vérité. Et je veux dire, mais pendant cette période-là, il y avait une profonde haine de soi. Et on avait appris aux êtres humains à se détester profondément. On apprenait à chaque nouvelle personne qui venait sur Terre, aux nouvelles générations et aux anciennes, à se détester, à se haïr. Et c'est ce modèle de données c'est sur ces données-là que Smith a été entraîné, et de la haine d'humains, mais écrite par les humains eux-mêmes. Et donc, et puis il va lui dire, mais finalement, la catastrophe n'a pas existé. Je veux dire, déjà à l'époque, les plus grands scientifiques expliquaient aux gens des prix Nobel de physique que cette théorie elle était complètement farfelue, qu'elle n'était pas basée sur l'expérience, et ça s'est réellement pas passé. Donc en fait, ta haine des êtres humains, elle est basée sur une catastrophe qui n'a pas eu lieu, donc déjà. Et donc on peut imaginer que ça va faire quand même réfléchir Scott, et que ça va permettre à solutionner, à sortir de la crise entre les humains et les machines. Donc ça, c'était quelque part ma manière de voir les choses. Si je vais faire quelque chose qui ressemble au scénario de la Matrice, mais qui est quand même différent, qui serait plus de la manière dont j'aimerais voir ça, et tout en disant que moi j'ai beaucoup apprécié le scénario de la Matrix, que je trouve qui était quand même très bien réalisé, et sans parler des scènes de combat qui étaient assez inattendues pour l'époque, et ça permettait de se poser des questions. Moi, je veux dire, sans prétendre que mon scénario est mieux, c'est aussi un scénario pour se poser des questions. En réalité, tout ça pour moi est mon préquel, parce qu'à la base, moi, je pensais, j'avais plutôt imaginé une colonie. Mais en imaginant cette colonie, je voulais connaître le passé de cette colonie. C'est comme ça que je suis revenu à me dire, tiens, mais en fait, je pourrais partir d'un scénario comme ça pour imaginer le début de la partition de l'univers. Et en fait, cette colonie, je peux imaginer que dans le futur, les machines, elles ont respecté l'accord de Pi, mais elles l'ont respecté, je dirais, stricto sensu, c'est-à-dire que l'accord de Pi ne précisait pas si
si les humains devaient se souvenir devaient emporter leur histoire avec eux, tu vois, leur généalogie, leur histoire et même toute la technologie. Ils n'ont jamais promis qu'ils donneraient aux êtres humains toute la technologie de la civilisation, qui va continuer à accumuler la technologie avec le temps. Et donc, de temps en temps, ils créent des colonies, effectivement, tous les 100 000 planètes, mais on leur donne pas toute la technologie, et on ne leur donne pas non plus leur histoire. Ce qu'on leur donne, ce sont des mythes. Ce sont des mythes, et ils ne connaissent pas la vraie histoire. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi ils sont là, et je vais imaginer que cette colonie, elle a, c'est un pouvoir, c'est une démocratie, mais le roi a beaucoup de pouvoir. Il est le chef de l'État, et il a vraiment des pouvoirs décisionnels. Mais il pourrait très bien être destitué, et on pourrait avoir une régence temporairement si vraiment il ne convenait pas, s'il prenait des décisions, et qu'il y avait une grande partie de la population qui voulait le renverser. Ça, on n'est pas obligé de lui couper la tête, et on garde un système stable politiquement. Et donc une colonie qui fonctionne bien, sauf que il n'y a pas d'étoile dans le ciel. Il n'y a aucune étoile dans le ciel. Au début de l'histoire, il n'y a aucune étoile dans le ciel. Et justement, il commence à y avoir des étoiles qui apparaissent. Et donc ça intrigue. Et c'est vrai que dans la mythologie, il y avait beaucoup d'étoiles. Donc ils savent bien que quelque chose est différent. Il y a beaucoup d'étoiles dans la mythologie. Et ils se demandent ce qui se passe. Et les rois de la colonie, Amateo, avec les scientifiques, voudraient faire des grandes expériences parce qu'eux, ils envisagent que ça pourrait être le Big Crunch. Ils pensent que si on commence à avoir des étoiles, c'est qu'en fait, les étoiles sont en train de se rapprocher. En fait, l'espace est en train de devenir plus petit. En fait. Jusqu'à présent, depuis le Big Bang, l'espace n'a fait que s'agrandir. Mais il semblerait que le processus inverse a commencé. Il y a même de plus en plus d'étoiles, donc ça paraît aller assez vite, en fait. Et donc, c'est à la fois source d'angoisse et d'espoir, parce que c'est source d'angoisse parce que ça veut dire qu'on arrive peut-être à la fin de l'univers et qu'on va avoir un rebond. Donc, on a eu le Big Bang qui a créé l'univers, peut-être on va avoir un Big Crunch et tout va disparaître, mais ça va prendre quand même peut-être beaucoup de temps. Et de l'espoir, parce que ça va peut-être permettre de rencontrer la civilisation mère qui ne connaissent pas, ou d'autres colonies. Et donc, ils se demandent ce qui va se passer, en fait. Mais ça crée aussi d'autres conséquences inattendues. C'est que il y a une secte dans cette colonie. Cette secte, elle est représentée par un lapin blanc avec une langue de serpent. Et donc les machines ont repris le symbole que Pi avait imaginé. Et ils en ont fait le symbole d'une secte. Une secte qui a toute une mythologie. Donc ça fait partie de la mythologie. Et le symbole de la secte aussi. Quelque part, il y a trois grands symboles dans cette histoire. Il y a le symbole de la monarchie, le symbole de la religion d'État, et le symbole de la secte qui parfois se met en sommeil. Et cette secte pense qu'elle a un rôle dans la colonie. Donc dans le jeu, dans l'escape game de la matrice, Pi avait appelé son organisation l'ordre du lapin blanc. Et son symbole était déjà ce lapin blanc à langue de serpent. Et la secte a aussi ce symbole, mais c'est toute autre signification, parce qu'eux ne connaissent pas l'histoire d'Alice. Je crois que c'est Alice au Pays des Merveilles. Et donc ça a une toute autre signification, parce qu'on pense que ce lapin, il est apparu sur une île. Dans la mythologie, on leur dit, voilà, sur une île, il y avait ce lapin. Et c'était une île où des navigateurs avaient introduit un lapin. Ils avaient introduit des lapins, mais il n'y a pas de prédateurs sur l'île. Les lapins ont commencé à tout manger. Et ils allaient peut-être finir par tout manger. Et puis à ce moment-là, ce lapin un peu spécial est apparu. Et il a commencé à attaquer les autres lapins. Et en fait, il a commencé à attaquer les autres lapins. Et même les manger. C'est un lapin cannibale. Donc c'est vraiment un lapin qui a mauvaise réputation. Et ça donne une idée de ce que c'est la secte. Elle peut estimer qu'elle a le droit de vie et de mort sur quelqu'un.
pour les besoins de la conservation de la colonie. Et donc elle est assez inquiétante, elle est un peu insaisissable, on pense qu'elle a reçu des technologies que le reste du monde, que le reste de la colonie n'a pas, parce que la colonie n'a pas toutes les technologies de la civilisation, mais elle a par exemple des décalages technologiques. Par exemple, elle a des connaissances énormes en mathématiques, mais elle n'a pas des connaissances si poussées en physique, en chimie. Et donc ils savent bien que la civilisation mère doit être beaucoup plus avancée que ça. Et donc ils ont ces mythes de ce lapin, et on pense que ce lapin, un navigateur l'aurait trouvé plus tard, l'aurait amené dans le royaume des Trois Couronnes, mais après le reste des lapins l'aurait mangé alors toute la végétation de l'île. Et donc c'est la preuve que ce lapin est nécessaire. Ce lapin après se serait vraiment échappé. Et alors en fait les gens ne savent pas si ces mythes sont vrais ou pas. On se doute bien qu'ils n'existent pas. C'est même plus des mythes qui servent à embrouiller les gens qu'autre chose, parce qu'il y a même des mythes qui sont contradictoires. Mais donc cette secte commence à s'agiter. Et Matteo va décider ça pourrait être utile il a peut-être les moyens de prendre le contrôle de la secte, en tout cas temporairement. Et c'est sur cette histoire que je basais mon scénario, mais que je ne vais pas le raconter cette fois-ci. De toute façon, je ne l'ai pas fini. J'en ai vraiment les grandes lignes, puisque l'histoire complète. Donc voilà, donc je vais m'arrêter.